Notre invité Marion Maréchal Le Pen, députée Front National du Vaucluse. Marion Maréchal Le Pen, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'actualité internationale pour commencer, ce qui se passe au Proche-Orient, Jérusalem, avec cette attaque de synagogue, 6 morts, avec ces affrontements depuis plusieurs semaines maintenant à Jérusalem-Est. Le 28 novembre, les députés français, vous-même, vont voter pour ou contre la reconnaissance d'un État palestinien. Qu'allez-vous voter ? Alors pour l'instant, on n'a pas le détail de la résolution, ce serait une résolution symbolique. Au Front National, nous sommes pour la reconnaissance d'un État palestinien parce que nous estimons que cette reconnaissance donnera des droits, mais aussi des devoirs et des moyens à cet État, notamment pour lutter contre le terrorisme. Donc je pense que je voterai pour, mais la question aujourd'hui, c'est est-ce que les conditions sont réunies parce que... Vous voterez pour donc une reconnaissance de l'État palestinien, pour qu'il y ait 2 États côte à côte, exactement, Israël et la Palestine. Le problème aujourd'hui, c'est que vous l'avez remarqué, c'est que ni l'une ni l'autre partie, manifestement, ne veulent la reconnaissance de cet État palestinien ou de cet État israélien, puisque le Hamas veut la destruction d'Israël, et Israël manifestement ne veut pas de reconnaissance de cet État pour pouvoir continuer à coloniser. Et surtout, dans quelles limites ? Dans quelles limites ? Parce qu'entre la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est, c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui de se prononcer. Donc c'est vrai que voilà, ça reste symbolique dans cette résolution. Je voterai pour parce que c'est une avancée, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Bien, autre sujet, Moscou. Là aussi, c'est une information qui vient de tomber il y a quelques instants. Moscou qui espère que ses relations avec l'Union européenne n'ont pas atteint le point de non-retour. On en est là aujourd'hui. Oui, ça m'étonne pas. Oui, je pense qu'on est allé extrêmement loin. On a humilié les Russes avec cette affaire justement de non-livraison du Mistral, en refusant aux Russes de pouvoir, aux militaires russes de pouvoir monter. Oui, bien sûr, parce que nous sommes actuellement, je vous le rappelle, en négociation notamment avec l'Inde pour vendre nos Rafales. Et aujourd'hui, la parole française est mise à mal. Le respect de cette parole est bafoué. Et donc, c'est évidemment un coup extrêmement grave porté à nos relations économiques avec la Russie. Est-ce que nous devons quitter l'OTAN ? Est-ce que nous devons même aller jusqu'à, c'est votre point de vue, passer des accords militaires avec les Russes? Je pense qu'en tout cas aujourd'hui l'OTAN n'a plus la raison de vivre qu'elle a pu avoir au moment de sa création, puisque vous le savez, ça a été créé au moment de l'opposition au bloc soviétique. Ce bloc soviétique aujourd'hui a disparu et il est manifestement un levier de conflit, notamment avec nos alliés et nos amis russes. Oui, je pense que la France devrait sortir de l'OTAN parce que cette OTAN est sous la soumission des États-Unis, qui sert principalement ses intérêts dans cette histoire. Le djihadisme, Marion Maréchal Le Pen. Le 3 juin dernier, Marine Le Pen était sur France Info. Elle accusait le gouvernement d'être incapable de lutter contre le djihad et incapable de protéger les Français. Elle ajoutait, je cite, « Le fondamentalisme ne passe pas dans les prairies normandes ». Oui, absolument. Alors vous allez faire référence à ce jeune djihadiste qui vient de Normandie. Effectivement, le fondamentalisme passe par les prairies normandes. Le problème, c'est qu'en Normandie, vous savez, il n'y a pas que les maisons à colombage, il n'y a pas que les vaches qui regardent les trains passer. Il y a aussi des villes, il y a aussi des quartiers difficiles. Donc voilà, néanmoins, ça pose la question d'un prosélytisme religieux aujourd'hui en France, qui, il est vrai, ne s'arrête pas à la région parisienne, mais qui est extrêmement virulent sur tout le territoire. Ça pose la question notamment des financements des mosquées, d'où viennent ces financements. Avant de revenir au financement des mosquées, je voudrais qu'on s'intéresse un tout petit peu à l'origine de ces jeunes qui partent faire le djihad. La plupart sont originaires de familles de la classe moyenne française, de familles qui sont athées. Ils se radicalisent en quelques mois, en quelques semaines et en quelques mois sur Internet. Alors, je veux bien les mosquées, je veux bien le financement des mosquées, mais ce n'est pas dans les mosquées qu'ils se radicalisent. Pardon, Marion Maréchal Le Pen. Je vais vous répondre, je pense quand même qu'il y a un lien, même si en effet vous relevez qu'il y a une partie qui sont athées. Il y a même une partie d'ailleurs, c'est un phénomène assez inquiétant également de Français de souche, une partie non négligeable qui se radicalise, c'est une réalité. Mais c'est pour ça que je trouve que la loi de lutte contre le terrorisme qui a été adoptée était totalement insuffisante. Parce que, alors on met en place une interdiction administrative d'entrée sur le territoire français, mais combien sont détectés pour subir cette interdiction? C'est-à-dire qu'il faudrait, vu l'ampleur du phénomène, au contraire suspendre l'espace Schengen, puisqu'aujourd'hui il n'y a que ceux qui sont détectés qui vont manifestement subir cette interdiction. On a la création d'un délit d'entreprise, c'est important ce que je vais dire, écoutez-moi, c'est un délit d'entreprise individuelle terroriste qui a été mis en place. C'était la création d'un délit qui était nécessaire, c'est une réalité pour s'adapter à la mutation du terrorisme, mais le problème c'est que c'est un délit de 10 ans d'emprisonnement, c'est-à-dire qu'à partir de 2017 ça tombe sous la réforme pénale Taubira, ça tombe sous la contrainte pénale. Ça veut dire peine de prison hors les murs et accompagnement socio-éducatif. Est-ce qu'il ne faut pas assimiler cela à des dérives sectaires? Non, mais je vous dis carrément.
Je vous dis ça, Monsieur Bourdin, parce que le problème des mesures qui sont prises en place, c'est qu'évidemment, elles n'effraient pas les djihadistes en apprentissage. Quelles mesures les effraient? Excusez-moi, mais déjà, risquer de subir 10 ans de prison, je pense que c'est autre chose. Mais vous êtes naïve. Que c'est autre chose qu'un accompagnement socio-éducatif. Pareil pour l'interdiction de sortie du territoire. Alors, sur ces djihadistes qui reviennent en France, qu'on arrête en Turquie, on en fait quoi? Est-ce qu'on crée... Qu'est-ce qu'on en fait? On crée un camp pour je ne sais pas moi, les rééduquer, un camp de rééducation? Qu'est-ce qu'on en fait? Je vais vous répondre. En l'occurrence, pour ce qui est des binationaux, nous sommes pour étendre les critères de déchéance de nationalité. Et donc ainsi permettre l'expulsion. Maxime Auchard, il n'est pas binational. Oui, d'accord, mais il y en a aussi. Il ne faut quand même pas les oublier. D'accord. Mais en l'occurrence... La plupart ne sont pas des binationaux. En l'occurrence, pas la plupart, une partie. Une grande partie. Ça, vous n'en savez rien. Comment vous n'en savez rien? Mais toutes les études. Non, pas toutes les études. Vous n'en savez rien. On n'a même pas un chiffre exact. Ça va entre 1000, 3000, 4000. On a des chiffres qui sont extrêmement variés. J'oublie la double nationalité. Dites-moi, de toute façon, en l'occurrence, si le programme du Front National était appliqué en France, cet homme qui manifestement a commis plusieurs assassinats, de toute façon subirait la perpétuité réelle. C'est-à-dire qu'il ne sortirait jamais de prison. Qui est Maxime Auchard? Oui. Oui, voilà, donc de toute façon... Mais il n'est même pas en prison, il est là-bas, il est pas en prison. Vous me parlez s'il revient sur le territoire, je vous réponds, s'il revient sur le territoire, cet homme qui manifestement a commis plusieurs assassinats, parce que je ne pense pas qu'il enfile des perles, là où il est, tomberait sous le coup de la perpétuité réelle. Donc il ne sortirait jamais de prison, donc il ne constituerait pas une menace pour la société. Donc nous, on a un programme cohérent de A à Z. Non mais je vous demande, ceux qui sont partis faire le djihad, 1000 Français à peu près, dit-on. Plus. Un peu plus. Plus. Évidemment. Mais vous le savez comment? Écoutez, ne serait-ce sur votre antenne hier, vous disiez 10% des effectifs de l'État islamique sont français. Sachant qu'aujourd'hui, dans la même émission, on expliquait qu'il y avait entre 40 000... des effectifs. Oui, je l'ai entendu sur votre antenne. 40 000 et 60 000 combattants. Je vous laisse faire le calcul, ça fait un tout petit peu plus que 1000. Mettons qu'il soit un peu plus de 1000. Marion Maréchal Le Pen, beaucoup n'ont pas tué là-bas. Beaucoup sont partis, je ne sais trop pourquoi, mais je ne sais trop pourquoi. Ils reviennent en France, ou ils reviennent de leur plein gré, ou on les arrête là-bas, et dans la coopération avec la Turquie, avec la Syrie, on les rapatrie. On en fait quoi? Déjà, il faut qu'ils purgent leur peine, évidemment pour association dans le cadre d'une activité terroriste. Est-ce qu'on crée des centres de rééducation, par exemple, comme ça se fait dans d'autres pays d'Europe? Il faut donner les moyens au renseignement français de surveiller ces personnes. Parce que pour ceux qu'on ne peut pas expulser, parce qu'ils ne sont que français, donc on ne peut pas les déchoir de leur nationalité, c'est des gens qu'il va falloir regarder de très près. Voilà. Après, évidemment, qu'il y ait un accompagnement de déradicalisation à côté de la peine purgée, oui, bien sûr, ça me paraît évident. Comme le fait la prison de Fresnes. On regroupe, pas eux, mais on regroupe les détenus considérés comme des éléments radicaux. Il faut mettre fin à la mixité carcérale telle qu'elle se pratique aujourd'hui, parce que c'est au sein également de la prison que se développe l'islam radical. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une surpopulation, donc il n'y a plus moyen d'adapter, on va dire, l'organisation des prisons justement à ce type de phénomène, de repérer les éléments qui font du prosélytisme de l'islamisme et de les isoler. Donc vous êtes favorable à ces regroupements? Moi je pense qu'il faut pouvoir les isoler, les repérer, les isoler bien évidemment. Regrouper? Mais il faut aussi, je vais vous répondre, pour cela sortir du carcan européen, parce que l'Union européenne, au sein des prisons, interdit le contrôle systématique à la sortie des parloirs, ce qui fait que nous avons le développement de trafic de téléphones portables, d'accès à Internet, et donc par l'accès à Internet, la radicalisation. Oui, mais tout ça est important. Si vous voulez. Je vous pose une question. Est-ce qu'il faut les regrouper ou pas dans les prisons? Les isoler. Parce que les regrouper, je suis pas sûr que ça participe. Regrouper les islamistes radicaux. Je suis pas sûr que ça les participe de leur déradicalisation. Non, je pense pas qu'il faille les regrouper. Il faut les isoler. Bon. Maxence Buté, étudiant en droit en Seine-Saint-Denis, élu du Front National, converti à l'islam, accusé d'avoir diffusé une vidéo prosélyte. Vidéo prosélyte sur le Coran, a été réintégré au Front National. Oui, alors déjà, je tiens à mettre un peu les points sur les i. Sa suspension de ses fonctions n'était pas liée au fait qu'il se soit converti à l'islam. Soyons d'accord, c'était le fait que, vous l'avez relevé, il avait fait, semble-t-il, du prosélytisme religieux en envoyant des vidéos de promotion de l'islam au cadre du Front National à travers le fichier du Front National. Vous approuvez sa réintégration ou pas? Non.
Non, et je pense d'ailleurs que je ne suis pas la seule à s'être rendu compte du fait qu'il se soit bien moqué de nous, puisque 3 heures Marine après... Le Pen Oui, d'ailleurs, elle a fait une déclaration dans Valeurs Actuelles, je crois, à ce sujet-là, puisque 3 heures après sa réintégration, il est allé courir sur le plateau de Canal+, pour expliquer pourquoi il s'était converti et pourquoi l'islam était merveilleux et en cohérence avec le programme du Front National. Donc je pense que manifestement, cet homme-là n'a pas compris que le devoir... Qui a voulu sa réintégration? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis pas en commission d'investiture. d'investiture. Philippot? Je ne sais pas, je ne suis pas en commission d'investiture. Pour le coup, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas ce qui a conduit à ça. Qui a défendu sa cause? Je pense que on voulait pas. Je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il n'a pas. On n'a pas voulu. C'est Florian Philippot qui a défendu sa cause. Non, ça je ne sais pas. Il l'a dit. Je ne suis pas en commission. Dans ce cas-là, s'il l'a dit, tant mieux. Je pense que ce qui a pu motiver cette décision, et c'est assez compréhensible, c'est qu'on n'a pas voulu envoyer un mauvais signal à nos électeurs, notamment musulmans, en expliquant que c'était pas parce qu'il y avait une conversion, parce qu'on sait que parfois l'analyse médiatique est un peu rapide, et donc immédiatement on aurait dit il a été viré parce que... Vous demandez son exclusion? En tout cas, je souhaite qu'il soit suspendu de ses fonctions au sein du Front National parce qu'il est actuellement responsable de circonscription. Ça dépend du comportement qu'il a dans les mois à venir. Mais c'est sûr, s'il réitère le type de comportement qu'il a eu jusqu'ici, oui, je pense qu'il n'a rien à faire au Front National parce qu'il n'a pas compris qu'on n'était pas dans une démarche de prosélytisme religieux. On est laïque, même si on peut être croyant, on est laïque et en tant qu'élu Front National, on respecte cette laïcité. Le mariage pour tous. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, est-ce qu'elle abrogera la loi Taubira? Oui, elle s'y est engagée. C'est la seule, elle l'a dit clairement. Bien sûr qu'elle l'a dit. Et l'ensemble des cadres du Front National avec elle, d'ailleurs. Est-ce que la position de Nicolas Sarkozy vous paraît claire? Pas clair comme de l'eau de source, clair comme de l'eau saumâtre, plutôt. Je pense que c'est la démonstration que cet homme... Réécrire la loi, c'est clair. Non, mais vous avez bien vu la façon dont cela s'est fait. Pris par l'engouement de la salle, il a finalement changé son discours. Je pense que c'est la démonstration que cet homme n'a aucune consistance idéologique. Et c'est pas nouveau d'ailleurs. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est tout le discours qu'il y a autour. Parce que j'entends quand même des élus ou des responsables d'associations de défenseurs de droits des homosexuels qui nous expliquent que ce serait anticonstitutionnel de revenir sur la loi. Mais à un moment donné, il faut remettre les choses en place. La souveraineté nationale, on peut adopter des lois, on peut aussi les abroger. Il n'y a rien d'immuable. Et il ne s'est jamais agi de démarier les homosexuels mariés durant cette période-là. Ils auront un statut sui generis, mais qui ne pourra pas profiter aux autres après l'approbation de la loi. Donc il faut aussi remettre un peu les choses en place, parce que c'est un peu biaisé comme façon d'aborder les choses. J'avais envie de vous poser une autre question sur les lois, la société, l'avortement. Est-ce que vous abrogez la liberté? Non, pas du tout. Ça n'est pas dans le programme du Front National, absolument pas. Bon, vous proposez la suppression de l'AME? Oui, avec cohérence. Alors, l'AME, c'est l'aide médicale d'État. Je vois que... L'aide médicale d'État qui est destinée aux étrangers en situation irrégulière, je le précise. Vous la remplacez par quoi? Par rien. Par rien, la prise en charge... Par rien. Non, la prise en charge des cas... d'un étranger qui est en France malade. La prise en charge des cas d'urgence, en l'occurrence, existait avant la création de l'AME en l'an 2000. Donc vous les soignez, voilà, il n'y a pas eu de pandémie. Ces étrangers malades, vous les soignez. Lorsque la vie est en danger, oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, si ces personnes-là sont entrées de façon illégale sur le territoire... Et lorsque la vie des autres est en danger aussi. Ils n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Oui, s'ils sont malades, vous les chassez? Le problème... Vous les chassez? Moi, je veux bien, Monsieur Bourdin, on approche... Je vous pose la question. Oui. Est-ce que vous les chassez? Mais on les chasse pas, on fait respecter la loi républicaine française. C'est-à-dire quand on rentre illégalement sur le territoire français, déjà on ne s'y maintient pas, et si les jours ne sont pas en danger de cette personne, eh bien ce n'est pas à l'État français et aux contribuables français de payer ce milliard. À travers leur maladie, vous faites quoi? Si c'est une maladie extrêmement contagieuse, d'accord, mais ça c'est l'argument qu'on entend à chaque fois, mais avant l'an 2000, il y avait une immigration illégale et il n'y a pas eu de pandémie, pardonnez-moi, donc ça c'est l'argument un peu facile. Moi ce que je vois c'est qu'il y a un dérapage absolument incontrôlé aujourd'hui de l'AME et que les Français n'ont plus les moyens. 880 millions d'euros, ça coûte. Oui. Faut-il renforcer l'enseignement du fait religieux à l'école? Ça dépend de ce que ça implique. Moi, je suis toujours un peu méfiante. Alors, j'ai pas lu le rapport en détail du gouvernement sur ce sujet-là. Je me méfie. C'est pas un rapport du gouvernement, c'est un rapport. Oui, mais il y a également. Ah oui, non, mais il y a aussi. J'ai vu sur le site du gouvernement, ils avaient fait un peu la synthèse. Bref. Donc, ça dépend de ce que ça implique. Moi, je regarde toujours un peu ça avec inquiétude parce que le prisme, notamment du gouvernement socialiste, pour apprendre le fait religieux, je crois pas que ce soit le rôle de l'école. Honnêtement, je pense qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui à voir dans l'école. On constate qu'il y a déjà, d'ailleurs, un apprentissage
ça, mais mieux connaître, je sais pas moi, la Bible, la Torah, le Coran. Oui, mais je crois pas que ce soit l'école. N'est-ce pas lutter contre la peur de l'islam? Non, mais je crois pas à ça. Très honnêtement, je crois pas que ce soit la méconnaissance qui puisse créer une forme de défiance. Je pense que connaître, c'est pas mieux que de méconnaître. Non, mais toujours, bien évidemment. Mais le problème, c'est que le rapport, le prisme de l'État est toujours un peu biaisé par rapport à ça. Et je vous signale déjà qu'actuellement, au sein du collège, on apprend les 5 piliers de l'islam. Je crois que c'est en 5e, il me semble. Donc il y a pas que l'islam, un certain nombre de chapitres. Oui, mais enfin, on a bien compris quel était l'objectif, parce que c'est pas la connaissance de la chrétienté qui est derrière. Hein. Mais je crois très honnêtement, la religion juive, une fois de plus, je vous explique, je pense que l'analyse est biaisée. C'est-à-dire que la défiance à l'égard d'un islam radical, elle vient pas d'une méconnaissance. Elle vient du fait qu'il y a des minorités en France agissantes qui ont des revendications politiques et non plus seulement religieuses dans la sphère publique, et c'est ça qui crée la défiance des Français. Parce que, pardonnez-moi, il n'y a pas de défiance à l'égard de l'hindouisme. Voilà, donc c'est qu'il y a un lien de cause à effet à faire quand même. 29 novembre, prochain congrès du Front National. J'imagine que Marine Le Pen, qui est seule candidate, sera réélue présidente. Vous êtes perspicace. Bah oui, ça vous n'imaginez même pas. Je vois qu'il y a peu de concurrence au Front National. Hein. Non, c'est pas qu'il y a peu de concurrence, c'est qu'il y a un chef manifestement incontesté. Oui. 98%. Dites-moi, Marion Maréchal Le Pen, c'est vrai qu'il y a des courants maintenant qui s'installent. C'est vrai qu'il y a des divergences avec Florian Philippot. Oui, vous n'êtes pas sur le même. Oui, il faut les assumer, non? Ah, mais moi je les assume parfaitement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction. Je crois qu'on est très très loin de l'état de l'UMP où là on a carrément des lignes qui sont contradictoires. Il est trop souverainiste, il est trop gaulliste, il est trop interventionniste en matière économique. C'est pas ça, c'est qu'au cas par cas sur certains sujets, on peut avoir des petites différences d'analyse. Vous êtes plus libéral que lui? Non, je ne crois pas être plus libéral que lui. Je suis peut-être moins interventionniste que lui. Voilà. C'est-à-dire que l'État, pour vous, on a ne doit pas trop intervenir, c'est ça? La même analyse des sujets en fonction de l'actualité, c'est tout. Mais il n'y a pas de contradiction. Voilà. Ça ne sert à rien d'essayer de mettre en exergue des courants, parce que je ne pense pas que ce soit des courants. J'oublie le mot courant. Il y a des petites divergences au cas par cas en fonction des sujets et de l'actualité, mais c'est pas, on va dire, des lignes contradictoires qui s'opposent, qui peuvent s'affronter. Ça reste quand même tout à fait cohérent. On dit que vous n'êtes pas trop favorable à la sortie de l'euro, c'est vrai? Franchement, soyons francs. Franchement, je pense que la question de la monnaie nationale est une question extrêmement importante. Le seul moment, c'est qu'à une époque, je m'étais posé la question de la monnaie unique ou de la monnaie commune. Voilà, mais après, je reste... Vous hésitez sur cette question? J'avais encore des doutes. Je ne suis pas une spécialiste sur la question monétaire, loin s'en faut. Mais je pense que le Front National a tout à fait raison de se pencher sur la question de cet euro, qui manifestement est une monnaie inadaptée. Et je pense que la dévaluation de l'euro est impossible en l'état actuel des choses. Donc je suis parfaitement sur la ligne du mouvement de ce point de vue-là. Vous êtes opposé à l'État stratège, hein, on l'a dit? Non, je ne suis pas opposé à l'État stratège. Non. Je pense que l'État a des grandes lignes directrices, qu'il peut conduire des grandes lignes directrices. Absolument. Après, si je vous disais, c'était au cas par cas en fonction de l'actualité, de telle entreprise qui pourrait être nationalisée, de telle banque, voilà. Mais évidemment que l'État doit impulser l'économie, doit l'orienter, doit soutenir. On était par exemple récemment du Made in France. L'État a un rôle à jouer, justement, dans le fait de favoriser ces entreprises françaises, ces producteurs français, notamment sur les marchés publics. C'est ça le rôle bénéfique de l'État, c'est de ne pas laisser la main mise à l'économie pour donner un avantage à nos entreprises sur le territoire. Marion Maréchal Le Pen, vous serez candidate au régional? Alors honnêtement, ça n'est pas du tout d'actualité au sein du mouvement. Vous y avez réfléchi quand même. C'est pas quelque chose que j'exclus, mais néanmoins ce que j'ai dit à Jean-Marie Le Pen, c'est que s'il souhaitait être candidat, je ne maintiendrai pas ma candidature. Bon, voilà. Si lui est candidat, vous ne le serez pas, et si lui n'est pas candidat? Peut-être, on verra en fonction des autres candidatures, mais pourquoi pas, c'est quelque chose que j'exclus pas. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà c'est une élection qui... Cumul des mandats, c'est... Non, parce que s'il s'avère que nous gagnons, je ne garderai pas mon mandat de député. Voilà, ça c'est un engagement que je prendrai, mais de toute façon, pour l'instant, on n'y est pas. On ne connaît même pas la date. Merci Marion Maréchal Le Pen. Merci. Il est 8h55.